Je refais le parcours en zone d'attente, je me le refais une fois ou deux. Et après, je vide ma tête et j'y vais. Voilà, on rentre dans notre bulle, quoi. On n'est pas trop mal là, l'équipe de France là. Ah, je me sens un petit peu nerveux, mais bon, à mort, on va donner tout. On va faire au mieux. Donc là, la stratégie, c'est on vide la machine. Ça part fort, hein, il y a beaucoup de pression, puis finalement, d'un seul coup, ça s'arrête complètement. Et on va gagner. On est là pour ça. Welcome to Thailand. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en Thaïlande pour les championnats du monde de paramoteur. L'équipe de France est venue en force et d'ailleurs je me trouve avec Pascal Vallée, l'entraîneur national. Pascal, comment ça se passe? Ça se passe plutôt bien, on a en fait 11 équipages d'engagés dans la compétition, mais la compétition est loin d'être terminée, donc on espère que ceux qui sont en milieu de classement vont pouvoir remonter, et puis ceux qui sont devant vont y rester, voilà, donc on va se battre jusqu'à la fin. En tout cas, on va découvrir tout de suite à quoi ressemble ce championnat de haut niveau. Ce 10e championnat du monde de paramoteur s'est déroulé début mai dans un cadre magnifique, à 2 heures de route au nord de Bangkok. L'équipe de France participe dans les 3 catégories. La PF1, décollage à pied, où l'on retrouve notamment le champion du monde en titre, Alexandre Mathéos, et sa femme Marie. La PL1, le chariot monoplace, et la PL2, le chariot biplace. Face aux Bleus, une centaine d'équipages a fait le déplacement. Au total, 13 nations, dont certaines redoutables comme les Polonais ou les Thaïlandais. Les Français préparent ce voyage depuis des mois. Ils sont arrivés en Thaïlande quelques jours avant le début de la compétition. Il faut s'acclimater et peaufiner la préparation des machines. Car un tel championnat ne s'improvise pas. C'est de la haute compétition. Le coach Pascal Vallée et son assistant Pascal Burel ont la lourde tâche de les encadrer et de les motiver jusqu'au bout. C'est du haut niveau, c'est beaucoup de précision, voilà, on n'a pas le droit à l'erreur, c'est-à-dire que dès qu'on fait une erreur, on est sanctionné et on descend dans le classement. Il y a beaucoup de choses à gérer, il y a la partie technique, c'est-à-dire à quel moment on va faire des choix spécifiques et à quel moment on va influencer les pilotes pour qu'ils aillent dans telle ou telle direction sur une manche. Il y a la partie psychologique, donc il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas un pilote qui décroche après une contre-performance. Et puis il y a la partie rigueur qui va avec la partie technique et dans l'encadrement, donc là je ne suis pas tout seul, mais le respect des horaires, voilà, donc la capacité à écouter, la capacité à se reposer pour être prêt à performer à 100%. Les Bleus ne vont pas chômer. Au programme, 1 à 2 manches quotidiennes sur une dizaine de jours. Les journées débutent dès 6 h du matin par le briefing avec le directeur des vols. Seuls les team leaders y sont autorisés. Ils viennent prendre les informations nécessaires pour les transmettre ensuite à leurs équipes afin d'établir les premières stratégies. Le briefing, c'est une étape cruciale avant chaque manche. La manche, c'est collecter un maximum de balises. C'est ce qui va faire que vous allez gagner la manche ou pas. Mon travail, c'est aussi de prioriser les informations qui émanent du briefing du directeur de course pour que les pilotes puissent se focaliser sur une seule action à la fois et qu'ils la fassent à fond. Si je leur donne trop d'informations, au bout d'un moment, ils vont partir dans tous les sens, j'ai envie de dire, et on risque de perdre en efficacité. On a la chance, le Team France, d'avoir une fédération qui nous suit, qui est très présente, et ça, vraiment, ça aide énormément. On voit d'autres nations qui n'ont pas de team leader, qui n'ont pas d'aide financière, et ça peut être très compliqué parce que nous, le team leader va au briefing, finalement, on a le temps d'être posé, tranquille, concentré, et au moment où il vient, on est prêt à recevoir les informations et voilà, à préparer l'épreuve. Si on n'est pas bien focalisé, le coach est là pour nous rebooster. C'est important parce que si on loupe une information essentielle au briefing, on peut louper tout notre championnat. Donc c'est pour ça qu'il est là pour vraiment nous secouer au moment venu. La seule chose que vous avez à faire, c'est de faire ce que vous savez faire. Oubliez en fait la pression. Essayez de faire le mieux que vous pouvez sur cette manche pour scorer. Après, il y a des enjeux. Lolo peut être sur le podium,
Pierre peut être sur le podium, Jean-Émile peut être sur le podium. Parmi les épreuves, il y a les incroyables courses chronométrées en slalom, au plus proche de l'eau et des pylônes. C'est là qu'Alexandre Mathéos, champion du monde en titre, aime repousser les limites et le chronomètre. D'autres épreuves sont plus stratégiques, comme les éconaves ou les écodistances. L'objectif étant de réaliser des navigations en un temps limité et avec une quantité limitée de carburant. Calcul, concentration et attention sont de rigueur. Donc vous voyez sur votre carte, vous avez plein de secteurs. L'altitude max c'est 2000 pieds mer et 500 pieds sol minimum. La fenêtre est ouverte et donc il faut être posé à 13 h. Donc va pas falloir bricoler, ok? J'essaye de calculer par rapport à 3,5 kg d'essence combien de kilomètres je peux faire ou combien de minutes de vol je peux faire avec mon moteur allumé. Et je sais déjà à peu près combien je fais avec 1 litre d'essence, combien de minutes je tire en l'air et combien de kilomètres je fais. Donc j'attends que j'ai mes calculs bruts et après je devrais les adapter par rapport à la météo et par rapport au type d'épreuve qu'on aura. La difficulté c'est de trouver le meilleur parcours le plus rapidement possible sur la carte. C'est-à-dire avec la ficelle, on va en fait chercher à trouver le parcours le plus optimum avec les règles et les contraintes que l'organisateur nous a fixées. C'est la capacité à trouver la meilleure solution le plus rapidement possible. Donc les expérimentés vont beaucoup moins buter sur des éléments simples parce que souvent on voit aussi qu'au moment où on est dans l'action, on a le stress qui prend le dessus et même un simple calcul des fois peut poser carrément un problème. Donc ça aussi c'est de l'entraînement qu'il faut essayer de répéter à la maison. Tu la trouves comment cette épreuve, Jean-Émile? Plus compliqué que les autres en tout cas, surtout à la préparation, parce que là tout se fait au sol, en l'air on ne pourra pas recalculer. Du coup si le travail est mauvais maintenant, il sera mauvais en l'air. Alors là, Alex vient de faire un décollage très particulier parce qu'on est dans une épreuve d'économie. Donc il n'a absolument pas du tout mis du gaz. Donc, il a mis plus de distance à décoller, mais quasiment sans moteur. Vraiment très, très doux, sans moteur pour économiser un maximum. C'est les petits détails qui font la différence à la fin. L'une des manches phares et très éprouvantes de l'écodistance est celle en triangle. Sur un parcours délimité par 3 pylônes, il faut faire le plus de tours possible et pouvoir se poser avant que son réservoir d'essence soit vide. À quelques mètres les uns des autres, parfois tout près du sol, tout est question de finesse, de style et de bonne gestion de sa machine. Donc voilà, on décolle, on est dans le petit carré où il a défini bien en fait la zone de décollage. Le circuit, c'est un circuit en triangle. Il y a 1, 2, 3 lignes. La direction c'est ça, à chaque fois que tu as passé la ligne, prochaine possibilité de poser c'est ici. Le pilote et la voile doivent contourner le pylône. Il y aura des commissaires à chaque pylône, donc ne prenez pas de risque à passer trop près. Si tu es brutal dans tes dépassements, tu vas forcément être pénalisé.
je rentre avec 2 minutes d'essence, donc c'est bien. D'autres, il te reste 2 minutes d'autonomie? Ouais, je pense que c'est à peu près ça. Cool. C'est une performance exceptionnelle, hein, donc évidemment, ce qui est difficile justement, c'est d'arriver à performer au mieux avec en fait ses moyens. Et rentrer avec si peu d'essence, c'est absolument exceptionnel. En compétition, il faut aussi savoir s'adapter à l'environnement. En Thaïlande, il y avait la chaleur écrasante et moite, les caprices du ciel quasi quotidiens. Certaines épreuves étaient annulées ou reportées, ou même changées par les organisateurs à la dernière minute. De quoi rendre la tâche encore plus difficile au coach. Oh putain, ils viennent changer de manche quoi. Non, c'est pas vrai. Au final, tout se joue aussi et surtout dans la tête. On peut être un très bon pilote et puis passer complètement à côté de la compétition parce qu'on a fait des mauvais choix. Donc il faut savoir faire les bons choix, il faut savoir se détendre et puis prioriser justement les actions pour être à 100% au moment où on doit piloter. Bon, ça met toujours un petit peu de la pression que tu as tous tes sponsors, tes copains, tout qui veut que toi tu arrives au top. Donc on a beaucoup de pression, mais bon, là, on arrive à la gérer en restant concentré dans notre épreuve et la compétition. D'être le plus jeune déjà, c'est compliqué parce que bon, il y a déjà des gens derrière nous qui ont des fois 20 ans d'expérience en compétition et nous on arrive, ça fait 4 ans qu'on vole. Ça met un peu de pression, mais on est content de pouvoir les suivre et juste d'être derrière eux, de voir comment ils font, de s'inspirer bien sûr. Et voilà, essayer de faire mieux qu'eux, même si c'est pas toujours facile. Il faut avoir un bon mental, ne pas se laisser enterrer, on va dire, quand on a un mauvais résultat, savoir rebondir et garder toujours le côté positif pour être prêt au combat. Fort heureusement, les compétitions internationales permettent aussi de partager des moments inoubliables avec d'autres sportifs de haut niveau venus du monde entier. Ça va bien ce matin? Puis nos petits Français, sont-ils heureux? C'est notre deuxième compétition ensemble. Ensemble. Le Canada, nos cousins sont invités à la table des Français. Vous avez gardé du riz? Cette année, pour ses 10e championnats du monde de paramoteur, c'est un triplé or pour les Français. Alexandre Mathéos, 26 ans, devient triple champion du monde dans la catégorie reine, la PF1 ou le décollage à pied. C'est aussi dans cette discipline que l'équipe de France décroche le titre par équipe. Dans la catégorie PL2, ou chariot biplace, Jean Mathéos, le papa d'Alexandre, et sa navigatrice basque Célia Dominguez montent sur la plus haute marche du podium. À noter aussi une belle victoire dans la catégorie PL1, en chariot solo, pour le Lyonnais Boris Tisbert qui devient vice-champion du monde. La Pologne enfin et ses 20 pilotes sont aux champions du monde, un titre attribué par la note moyenne de toutes les manches et disciplines confondues. Les Bleus sont seconds, suivis par les Thaïlandais. La France est incontestablement leader de la discipline. L'enjeu est important. J'ai l'impression qu'on est vraiment au début de l'aventure parce qu'on a très peu de licenciés, donc il y a un travail technique à élaborer, stratégique au niveau de la Fédé. Au niveau de l'équipe de France, il y a un travail qui a été fait depuis plusieurs années et qui donne des résultats puisqu'on oscille entre la première et la deuxième place. Pour le reste, bien évidemment, tout le travail reste à faire. Initier les instructeurs, leur donner envie de faire découvrir la compétition, aux structures ULM aussi de parler de jeux aériens, de compétition, d'accès à la compétition, de permettre au niveau régional par exemple de trouver un espace de jeu, un espace de découverte et évidemment avoir un championnat de France phare, un championnat de France de qualité qui, je rappelle, est le moment de sélection pour aller en équipe de France.
Donc c'est là où on va détecter, c'est là où on va accompagner et sélectionner les membres futurs de l'équipe de France. Si les jeunes accèdent à l'ULM, ça sera aussi par la compétition. Si nous touchons un public beaucoup plus large et qui accède à la compétition, ça permettra aussi à l'ULM de démontrer d'autres images beaucoup plus dynamiques, celles qu'on connaît aujourd'hui. Bien que l'ULM, aujourd'hui, dans le monde entier, et en particulier celui de la France, soit une réussite totale. Alors bravo les Bleus et rendez-vous dans 2 ans pour le prochain championnat du monde qui aura lieu cette fois à domicile.